Le jour des 40 ans de mariage de mes parents, ma propre mère a poussé le cadeau de ma fille à travers la table et m'a appelé sa plus grande erreur. Devant 60 invités, 60 personnes, des nappes blanches, une banderole dorée qui disait 40 ans d'amour, et ma fille de 8 ans, debout, les mains encore ouvertes, tenant le vide. Mon père s'est levé. Il n'a pas chuchoté. Il ne m'a pas prise à part. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui salit un tapis propre. Et il a parlé assez fort pour que toute la salle entende. Aucun d'eux ne le savait. Ni ma mère, ni mon père, ni mon frère, l'enfant chéri, qui souriait au bout de la table. Personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte crème, fermée par un ruban bleu marine que ma fille avait noué elle-même, ce matin-là. Retenez bien cette boîte. Vous en aurez besoin tout à l'heure. 5 jours après cette soirée, ils n'ont pas arrêté de m'appeler. Je m'appelle Hélène. J'ai 33 ans. Et ce soir-là, dans une salle louée, j'ai compris une chose que j'avais refusé de voir pendant 33 ans. Mais pour que vous compreniez, il faut revenir au début. Le matin de leur anniversaire, j'étais debout dans ma cuisine avec du papier cadeau, du ruban adhésif et une pile de documents que j'avais mis 3 semaines à réunir. Lila était assise par terre, en tailleur, un ruban bleu marine entre les dents. Elle essayait de le faire boucler avec des ciseaux, comme elle l'avait vu dans un tutoriel. Elle avait 8 ans et la conviction absolue qu'elle pouvait tout réussir. La boucle est sortie de travers. Elle a souri comme si elle avait construit la tour Eiffel. C'est parfait, je lui ai dit. Elle avait aussi dessiné une carte la veille. 2 bonshommes bâtons qui se tenaient la main sous une arche de cœur un peu bancale. Joyeux 40 ans, mamie et papy. En lettres attachées qui penchaient à gauche, comme si elles essayaient de s'enfuir de la page. J'ai croisé mon reflet dans la porte du micro-ondes. Tailleur, cheveux tirés. Une juriste qui gérait des dossiers immobiliers à plusieurs millions sans cligner des yeux. Et là, j'étais nerveuse à l'idée de tendre un cadeau à ma propre mère. Il faut que vous compreniez la règle de la maison où j'ai grandi. Damien, d'abord. Moi, quand il restait de la place. Mon frère avait 4 ans de plus que moi, et depuis le jour de sa naissance, mes parents l'ont traité comme un projet réussi du premier coup. Moi, j'étais la grossesse que ma mère n'avait pas prévue. Elle me l'a dit un dimanche matin, en versant son café, du ton qu'on prend pour parler de la météo. Tu as toujours été ma plus grande erreur, Hélène. Je ne le dis pas méchamment. Je le dis comme un fait. J'avais 11 ans. Je me souviens encore de la tasse qu'elle tenait, bleue, ébréchée sur le bord. Mon père, Bernard, c'était la même équation, en plus silencieux. Il m'aimait comme les hommes de sa génération aimaient leurs enfants moins préférés. Poliment, à distance, sans jamais une seule fois me défendre quand ça comptait. À 25 ans, je suis tombée enceinte de Lila. Le père est resté juste assez longtemps pour entendre le mot « positif ». La réaction de mes parents, un appel en conférence, oui, un appel à 3, pendant lequel ma mère a dit « Encore une erreur ». J'ai raccroché et je me suis construite seule. Ce que je ne savais pas encore, c'est que 3 semaines avant leur fête, un dossier allait atterrir sur mon bureau et tout faire basculer. 3 semaines avant l'invitation, mon père m'a téléphoné, directement, lui. Ça n'arrivait jamais. Mon père communiquait par l'intermédiaire de ma mère, comme les pays communiquent par leurs ambassadeurs. Un appel direct de Bernard, c'était aussi fréquent qu'une éclipse. Hélène, sa voix avait une texture étrange, rugueuse sur les bords. Dis-moi, une maison comme la nôtre, ça vaut combien aujourd'hui? Je lui ai donné un chiffre. Il a fait un son. Pas tout à fait un mot. Pas tout à fait une toux. Quelque chose entre l'aveu et la douleur. Puis il a raccroché avant que je puisse insister. J'ai trouvé ça bizarre.
Je l'ai rangé dans la case. Bizarre, mais sans gravité. 2 jours plus tard, un document a atterri sur mon bureau et mes mains se sont figées. Chaque semaine, mon cabinet recevait la liste des procédures de saisie immobilière du tribunal. Routine. Je la parcourais entre mon café et mon premier rendez-vous. Des adresses, des noms de créanciers, des dates de vente aux enchères. Les problèmes d'inconnus. Ce mardi-là, une adresse m'a frappé en pleine poitrine. Rue des Acacias, numéro 18. La maison de mes parents. Celle où j'avais grandi. Celle où ma grand-mère vivait dans la chambre du fond et me tressait les cheveux chaque matin, avant l'école. La seule personne sous ce toit qui m'avait fait sentir que j'avais le droit d'exister. J'ai lu l'adresse 3 fois. Il perdait la maison. Pas lentement. Pas en théorie. La date de la vente aux enchères était déjà fixée. Et celui qui se présenterait avec l'objet, offre la plus haute, deviendrait propriétaire de chaque pièce, chaque souvenir, chaque rosier que ma grand-mère avait planté le long de la clôture. J'ai tiré le dossier complet. Les chiffres ne mentent pas comme les gens, eux. 14 mois plus tôt, mes parents avaient pris un prêt de 187 000 € sur la maison. Une maison qui était entièrement payée. Le seul bien solide qu'ils avaient pour leur retraite. Ils avaient tout emprunté dessus. Où était parti l'argent? J'ai recoupé les dates avec le registre des sociétés. Et là, une société. Un restaurant. Créé 13 mois plus tôt. Gérant. Damien. Mon frère. Ils avaient parié la maison sur le rêve de l'enfant chéri. Le restaurant avait fermé en 19 semaines. L'argent s'était évaporé. Et il ne m'avait rien dit. L'appel de mon père s'est éclairé d'un coup, comme une photo Polaroid qui se révèle. Une maison comme la nôtre, ça vaut combien? Il n'était pas curieux. Il était terrifié. Il préférait perdre la maison plutôt que d'appeler l'erreur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Une partie de moi, la partie raisonnable, celle qui avait survécu à la fac, à la maternité seule, qui avait arrêté d'attendre des appels le jour de son anniversaire. Cette partie disait, va-t'en. Ils ne t'ont rien demandé. Ils ne veulent pas de toi. Ils ont passé 33 ans à te faire comprendre que tu étais la ligne. On coupe en premier. Et c'était vrai. J'étais la fille qu'on prévenait en dernier. Quand on me prévenait, j'ai repensé à tous ces dimanches passés à attendre un coup de fil qui ne venait pas, à toutes ces cartes d'anniversaire envoyées à une femme qui les ouvrait, les lisait et ne rappelait jamais pour dire merci. La surresponsabilité, c'était mon système d'exploitation. Quand il y avait un incendie, j'attrapais le tuyau d'arrosage. Même quand les gens à l'intérieur du bâtiment en flammes étaient ceux qui m'avaient tendu les allumettes. Mais il y avait une autre partie, la partie qui se souvenait de ma grand-mère dans la chambre du fond, en train de me brosser les cheveux avant l'école, en me racontant le jardin qu'elle avait planté à 19 ans. Les rosiers le long de la clôture, c'étaient les siens. Elle était morte dans cette chambre, face à ses roses. Et c'était la seule personne de cette famille qui m'avait jamais fait sentir que je avais le droit d'être là. Cette maison, ce n'était pas seulement celle de mes parents, c'était la sienne. Et puis il y avait Lila qui dessinait des grands-parents qu'elle connaissait à peine. Lila qui me demandait, le soir, la bouche pleine de dentifrice, « Maman, est-ce que mamie va m'aimer cette fois ?» J'ai failli tout laisser tomber. Vraiment. Effacer le dossier, jeter l'invitation, laisser la maison partir aux enchères et me dire que ce n'était pas mon problème. Et puis, vers 4 heures du matin, devant ma 3e tasse de café, j'ai décidé, je n'allais pas les sauver pour eux. J'allais le faire pour ma grand-mère, pour Lila, et pour la femme que je voulais être. Mais je n'allais pas les sauver à leurs conditions. Si je faisais ça, ce serait aux miennes. Et ce que j'ai fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Pas même moi. Le matin venu, j'avais un plan.
Quand un emprunteur ne rembourse plus son prêt et que la banque lance une procédure de saisie, la créance, la dette elle-même, peut être rachetée. Les banques le font tout le temps. Elles préfèrent récupérer une partie de l'argent maintenant, plutôt que de parier sur une vente aux enchères qui pourrait rapporter moins. J'avais géré ce genre de dossier des dizaines de fois pour mes clients. Je connaissais les formulaires, les délais, chaque ligne. J'ai contacté le service contentieux de la banque. Je me suis présenté comme juriste. J'ai proposé de racheter la créance à un montant négocié, pas les 187 000 € plus les frais, mais une somme réduite que la banque accepterait pour clôturer le dossier. Après 2 tours de négociation, on s'est mis d'accord sur un chiffre. J'ai viré les fonds depuis mon épargne. Ça a effacé presque tout ce que j'avais mis de côté en 7 ans de dossier, de primes, de vacances annulées. Mais c'était mon argent, gagné à ma façon, et je l'ai dépensé les yeux grands ouverts. L'acte a été enregistré. 3 semaines avant la fête, je détenais la créance. La dette de mes parents m'appartenait. Leur crise tenait dans ma mallette. 1 semaine avant la fête, ma cousine Jenna m'a appelé pour me prévenir. Ta tante Carole recommence à parler. Carole, c'était la sœur cadette de ma mère. Elle avait le don de transformer les ragots en évangiles. Selon la version qui circulait dans la famille, et à l'église, et dans tout le quartier, j'étais la fille ingrate, qui refusait de laisser ses parents voir leur petite fille. J'étais froide, j'étais égoïste. La vérité était plus simple et plus laide. À chaque visite, ma mère traitait Lila comme un agent de sécurité traite un bagage suspect. Elle l'inspectait, trouvait un défaut, passait à autre chose. La dernière fois, elle avait regardé Lila et dit, « Elle a le menton de son père, le mauvais. » J'avais arrêté les visites, pas pour les punir, pour protéger ma fille. 4 jours avant la fête, ma mère m'a appelé pour confirmer ma présence, comme si elle organisait un événement d'entreprise. Tu as dit 2, toi et Lila. C'est toujours exact? Puis, après un silence, ces silences étaient des armes. Ça m'étonne que tu viennes. Honnêtement, tu as bien fait comprendre ce que tu penses de la famille. J'ai serré les dents. L'acte de main levée, le document qui annulerait toute la dette, était dans ma mallette, à 1 mètre d'elle, au téléphone. Je serai là, maman. On apporte quelque chose de spécial. Ne fais pas de ça une histoire à ton sujet, Hélène. C'est notre jour. Et puis, ce jour-là, tout s'est mis en place. La salle était louée, du genre qui accueille des mariages et des anniversaires pour des couples qui veulent encore avoir l'air de pouvoir se le permettre. Nappe blanche, centre de table en location, une banderole dorée au-dessus de la table d'honneur, 40 ans, Bernard et Mireille, une 60aine d'invités, des oncles, des tantes, des cousins, des voisins, des amis de l'église. J'ai fait le calcul par réflexe. La fête seule avait dû coûter 4 ou 5 000 €, de l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils fêtaient 40 ans de mariage dans une fête qu'ils ne pouvaient pas payer, dans une maison qu'ils étaient sur le point de perdre, devant des gens à qui ils avaient menti sur tout. Au milieu du dîner, en passant près de la cuisine, j'ai entendu la voix de ma mère, tendue, derrière une porte entr'ouverte. Damien dit que l'investisseur est intéressé. Il dit 2 semaines encore. La voix de mon père, plus basse. Damien dit 2 semaines encore, depuis Noël. On n'en parle pas. Pas ce soir. Mireille, les lettres de la banque. On ne va pas lui demander à elle. On ne va pas lui donner cette satisfaction. Elle parlait de moi. Ce mot, satisfaction, m'a traversé comme une gifle. Comme si sauver leur maison serait une victoire pour moi. Comme si me demander de l'aide était pire que tout perdre. Je suis retournée m'asseoir. Au moment du gâteau, j'ai vu mon ouverture. Je me suis agenouillée près de Lila. Tu te souviens de ce qu'on a répété? Elle a hoché la tête.
les yeux immenses. Je lui ai tendu la boîte crème, le ruban bleu marine, un peu froissé par le trajet, sa carte, les bonshommes bâtons et les cœurs bancals glissés sous la boucle. Elle a traversé la salle avec les pas prudents d'un enfant qui sait que toute la pièce le regarde. Elle s'est arrêtée devant ma mère, a tendu la boîte des deux mains. Joyeux anniversaire, mamie et papy. On l'a fait juste pour vous. La salle a fondu. 60 personnes ont fait ce « oh » collectif que on fait quand un enfant fait quelque chose de pur. Mon père a tendu la main vers la boîte. Une seconde, quelque chose a bougé derrière ses yeux. Quelque chose de doux. Ma mère est arrivée la première. Elle a regardé Lila. Elle a regardé la boîte. Elle m'a regardé moi. Et j'ai vu le calcul se faire. Le vieux programme de 40 ans qui se relançait. Hélène est l'erreur. Hélène veut quelque chose. Elle n'a pas pris la boîte. Elle a posé sa paume à plat dessus et l'a poussée sur le côté. Comme on écarte un plat qu'on n'a pas commandé. La carte de Lila a glissé et est tombée par terre, face contre le sol. Et elle a dit, assez fort, pour la deuxième rangée de table. Tu as toujours été ma plus grande erreur. Les mains de Lila étaient encore tendues, ouvertes, vides. Mon père s'est levé. Une seconde, j'ai cru qu'il allait la corriger, qu'il allait enfin me choisir. Il a dit, on ne veut pas de ton cadeau. Prends-le et va-t'en. Et là, j'ai ri. Je n'avais pas prévu de rire. Ce n'était pas de la mise en scène. C'était le son qu'on fait quand la chose qu'on a redoutée toute sa vie arrive enfin et qu'elle est tellement plus petite qu'on ne l'imaginait. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans la boîte? La salle s'est penchée en avant. J'ai sorti l'enveloppe. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que cette maison, votre maison, celle où Mamie a planté ses roses, était en procédure de saisie. Vous avez emprunté 187 000 € dessus pour financer le restaurant de Damien. Le restaurant a fermé. L'argent a disparu. La maison devait être vendue aux enchères. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père s'est rassis lourdement. Il y a 3 semaines, j'ai racheté votre dette à la banque. Avec mon épargne. Chaque euro gagné en 7 ans de nuit et de week-end, pendant que vous racontiez à Carole que j'ai été la fille qui vous avait abandonné. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Là-dedans, il y a l'acte qui annulait tout. La main levée. Je devais la signer ce soir. La maison redevenait la vôtre, libre de toute dette. C'était votre cadeau d'anniversaire. Ma fille de 8 ans l'a porté à travers cette salle, et vous l'avez poussée par terre. J'ai ramassé la carte de Lila sur le sol. J'ai pris ma fille dans mes bras, et j'ai mis l'acte non signé dans la poche de ma veste. Je ne les ai pas rendus à la rue. Ce n'était pas qui je suis. 6 jours plus tard, j'ai signé la main levée, mais à mes conditions. La maison placée en usufruit pour eux, et Lila comme bénéficiaire. Le nom de Damien n'apparaît nulle part. La carte de Lila, les bonshommes bâtons, les cœurs bancals, je l'ai encadrée. Elle est dans mon couloir. Les dessins de mes enfants ne se perdent pas sur des gens qui ne les gardent pas. J'ai arrêté d'attendre que ma mère m'appelle autrement qu'une erreur, le jour où j'ai compris que ma valeur ne lui avait jamais appartenu. Et toi, quelqu'un t'a déjà fait sentir que tu étais l'erreur de la famille? Écris-le dans les commentaires. Je lis tout. Et si cette histoire t'a parlé, abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine.